Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est une émission spéciale que nous vous proposons. Aujourd'hui, la situation congolaise est quasiment à l'arrêt. On ne sait pas comment est-ce que le pays va s'en sortir. Vous le savez, depuis quelques mois, le Congo est en crise. Crise politique, crise sociale, crise économique. Et le peuple congolais attend. Attend quoi exactement? On ne sait pas. Tout en étant sûr que la communauté internationale nous regarde. La communauté internationale regarde le Congo, la communauté internationale regarde les leaders politiques congolais. Comment vont-ils faire pour se sortir de cette crise qui n'en finit pas et qui quasiment met le pays dans un état de paralysie? J'ai sur mon plateau des hommes que vous avez déjà vus, que vous voyez très souvent sur d'autres plateaux, discourir et parler de la situation congolaise. Déjà à l'extrême gauche, mon invité aujourd'hui, c'est monsieur le docteur Alexandre Debissa. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Docteur, vous êtes donc membre du CAP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu dans vos studios. Voilà, donc vous avez reconnu le ministre Jean-Luc Maleka. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Encore merci d'avoir accepté d'être là ce soir et surtout pour parler de ce pays que vous aimez tant et dans lequel vous avez assumé de hautes responsabilités. Merci. Jean-Noël Mabiala, président du MUR. Jean-Noël, bonjour. Bonjour, Sir. Merci à vous aussi d'avoir accepté cette invitation. Il n'y a pas de problème. Guy Mafimba, bonjour. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Alors, Guy Mafimba, on vous connaît aujourd'hui. Vous êtes là au nom du candidat, monsieur Okombi Salissa. Okombi Salissa, et puis membre du collectif IDC aussi. Hein. Voilà. Alors, donc vous avez ici les grandes familles de l'opposition congolaise. Je vais commencer par vous, Jean-Noël Mabiala. Le MUR, aujourd'hui, est engagé aux côtés de Jean-Marie Michel Moukoko. On connaît cette situation personnelle qui est assez difficile. Et au MUR, vous réclamiez qu'on soit toujours dans l'esprit, en fait, de cette constitution de 2002. Aujourd'hui, nous sommes à l'approche du 15 août, dans quelques jours. Aujourd'hui, en fait, le Congo est en train de fêter son 56e anniversaire d'indépendance. Et ceux qui estimaient que Denis Sassou Nguesso devrait partir au 12, quasiment le 14 aujourd'hui, il est toujours là déjà. Comment appréciez-vous cette situation alors que le Congo a une nouvelle constitution, mais sauf que une partie de l'opposition congolaise, notamment vous, réclamez qu'on revienne à l'esprit de 2002, la constitution de 2002? Oui, nous sommes aujourd'hui le 14 août. Donc, à Brazzaville, c'est la fête, il paraît, à Madingu notamment. Le pouvoir en place, le pouvoir de fait la fête, tandis que le pays est dans le désarroi. Les Congolais vivent dans la terreur totale. Donc, nous, l'intervention d'aujourd'hui, en tout cas la communication ou l'échange qu'on a voulu faire aujourd'hui sur vos antennes, c'est d'abord pour prendre acte de la fin du mandat légal de M. Sassou. Le mandat qu'il a eu en 2002, donc l'élection de 2009 sur la base de la Constitution de 2002. Donc aujourd'hui, le premier élément que nous voulions que les Congolais et les Congolaises notent, c'est que le mandat de M. Nguesso est terminé. Enfin, il faut dire vite, puisqu'il est toujours là, M. Nguesso. Oui, mais M. Sassou Nguesso est là aujourd'hui par la terreur, par la force, par la violation de la Constitution. Donc, et par rapport à ça, puisque vous avez évoqué un peu la situation politique, avant de voir justement les derniers éléments, les dernières échéances électorales qu'on a eues, je veux rappeler deux faits au niveau politique. Le premier fait, c'est il faut de la mémoire en politique. Rappelons-nous, souvenons-nous du discours de M. Sassou en 1996 au boulevard des Armées. Il disait ceci: lorsqu'un gouvernement viole la Constitution, le peuple ne doit pas se laisser faire. Le peuple doit se lever comme un seul homme pour arrêter cette violation de la Constitution. Premier fait, discours fondamental de M. Sassou. Pour dire qu'il y a des gens qui l'ont pris au mot, qui ont cru en cette métamorphose, puisque n'oubliez pas que M. Sassou est au pouvoir depuis 33 ans, il a connu la phase monopartite. Deuxième chose, forte dans la situation politique. En 2015, je pense, M. Sassou a organisé une consultation par rapport aux perspectives, à l'évolution des institutions, on avait dit. Quelque chose m'a frappé et je voudrais le rappeler aux Congolais pour qu'on voit où on va et avec qui nous discutons aujourd'hui. M. Sassou a fait un discours à Kinkala où il a évoqué le peuple congolais qui s'est blessé à la langue et qui connaît le goût du sang. Chers amis, chers Congolais, regardez la gravité, imaginez la gravité de ces termes de la bouche du
père de la nation. Voilà, 2 faits historiques. M. Sassou, le démocrate en 1996, qui donnait une injonction au président Lissouba de respecter la Constitution, et M. Sassou qui menace tout un peuple de lui faire goûter le goût du sang. Nous savons, pour terminer par là, nous savons combien de Congolais ont versé leur sang depuis cette menace de M. Sassou. Voilà la situation politique du Congo aujourd'hui. Alors Sassou est toujours là, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le président de fait, comme le dit certains. Est-ce que vous pensez, Jean-Noël Mabiala, qu'aujourd'hui la situation est quasiment bloquée? Puisque Sassou est là, on fait quoi en fait avec lui? La situation aujourd'hui est bloquée. Le Congo est pris en otage. Le Congo a cru en cette campagne, cette phase de démocratisation. C'est la seconde phase de démocratisation après la phase des années 90. On a eu l'occasion, nous sommes à la croisée des chemins. Nous avions l'occasion aujourd'hui de redémarrer sur de nouvelles bases. Il y a des cadres du PCT, il y a des cadres congolais de la société civile qui se sont dit pendant 14 ans, on laisse M. Sassou finir ses 2 mandats conformément à la Constitution. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a été grugé, on a été trompé. Donc il est là, oui. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, il y a 3 choses. Ou on croise les bras, on est résigné, on laisse faire, et si on laisse faire, nous allons vers une, comment dire, c'est plus qu'une dictature, nous changeons de régime. C'est M. Sassou, roi du Congo, oui, avec les perspectives de remplacement par sa progéniture. Nous voyons déjà les enfants, vous avez vu les images du déplacement de M. Sassou en Chine. Rencontre avec le président chinois, l'arrière-garde, les premiers collaborateurs derrière, c'est Mme Sassou, c'est la fille et le fils, le neveu. Voilà à quel régime nous sommes aujourd'hui, la nouvelle République, à quoi elle ressemble. Donc, ou on se résigne à cette situation, ou il se trouvera quelqu'un par, comment dire, une situation désespérée. Quelqu'un peut prendre une situation, j'allais dire une solution désespérée, de vouloir le faire partir par la force. Cette situation-là, personne ne la contrôle, on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Et ça craint pour l'intérêt du pays, on risque l'embrasement du pays. Alors, Guy Mafimba, il y a quelqu'un qui n'est pas résigné, c'est André Okombi Salissa. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Comment va-t-il? Monsieur Okombi Salissa se porte bien, préoccupé, privé de ses libertés, de sa liberté, et bien entendu toujours en phase avec les autres candidats qui ont signé la charte de la victoire, oui, bien entendu, sans M. Tchachi Mabiala, et toujours dans les mêmes orientations, comme il a toujours dit, la démocratie pour lui n'est pas négociable. C'est un principe qu'il faudrait appliquer, d'autant plus que le référentiel majeur de la politique congolaise, de la restauration de la démocratie, c'est la conférence nationale. Et donc la conférence nationale a été claire là-dessus. Nous avons instauré la démocratie, et aujourd'hui, comme le venait de dire Jean-Noël, nous pensions que l'alternance démocratique devait se faire de manière tout à fait régulière. Oui. Et malheureusement, nous avons en face un monsieur qui s'appelle M. Denis Sassou Nguesso, qui pour la énième fois a replongé notre pays dans une crise à triple impasse, politique, socio-économique et sécuritaire. Alors, on va évoquer avec vous la partie sécuritaire, Guy Mafimba. Aujourd'hui, on n'arrive même plus à dire le nombre exact des hommes et des femmes qui font l'objet d'arrestations qualifiées d'arbitraires ou peut-être justifiées, on ne sait pas encore grand-chose, mais des hommes et des femmes qui se retrouvent en fait dans les geôles, torturés, avec un traitement inhumain, au bout de quasiment d'une année de lutte, puisqu'il faut compter depuis le 15 août dernier, on est quasiment à la veille du 15 août 2016. Quel bilan faites-vous sur cet aspect des libertés, notamment des droits humains, Guy Mafimba? Mais on ne peut pas faire un bilan exhaustif, d'autant plus que nous sommes dans un état dans un non-état en fait. Mais ce qu'on peut dire déjà d'emblée, c'est de dire que nous sommes repartis, mais à des années en arrière. J'ai parlé tout à l'heure de la conférence nationale, qui avait soldé un certain nombre de comportements politiques. La conférence nationale avait dénombré quand même 3000 victimes de la dictature. Et là, nous sommes dans une tyrannie. Et vous me parlez de bilan, on va essayer de regarder comment, progressivement, la tyrannie est en train de s'installer dans notre pays. Et qui prend même des allures sans précédent.
Mais ça a commencé, bien entendu, avec l'affaire Ntchourou. Les gens ont tendance à oublier. Mais j'étais à Brazzaville lorsqu'on a vu des hélicoptères de combat bombarder en pleine ville un camp militaire, soi-disant, pour traquer le domicile d'une personne. Et il y a eu plus d'une trentaine de morts sous Ntchourou. Et aujourd'hui, avec le colonel Ntchourou, il est avec plus d'une trentaine de prisonniers politiques. Nous sommes passés à la période, sinon à la séquence, on va dire, horrible, tragique, de Maître Memba. Il y a encore des gens aujourd'hui qui sont incarcérés sans procès. Le colonel, le nom m'échappe, ils sont nombreux. Et bien entendu, après, on passe avec cette problématique de l'alternance démocratique lorsque M. Sassou a opté pour le passage en force. Et en optant pour le passage en force, il a, bien entendu, décidé d'incarcérer et de torturer. Et les plus emblématiques aujourd'hui, bien entendu, c'est le général Mokoko, candidat à la présidentielle, qui est aujourd'hui embassy avec ses collaborateurs. Monsieur Okombi, qui est dans la traquée. Vous avez dans le pool une situation sans précédent. Toute une région encerclée. Et bien entendu, la situation bombardée. La situation d'Okombi, Salissa et les autres. Mais il y a plus grave. Il y a plus grave. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je l'ai développé cette thèse au Parlement européen. Nous avons aujourd'hui M. Sassou qui a réactivé les milices internes, mais qui a fait venir des mercenaires étrangers. Le cas de M. Abdoulaye Miskin, qui devient un danger permanent parce que, je termine là-dessus, on y reviendra certainement, nous avons un risque qu'on se retrouve avec la situation de Kisangani, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'est de la RDC. Lorsque les armées rwandaises et ougandaises sont venues se taper à Kisangani. Mais parce qu'aujourd'hui, M. Abdoulaye Miskin, à Brazzaville, qui est quasiment devenu l'arme, sinon le bras sécuritaire de M. Sassou Nguesso, il y a un appel d'air des gens qui le combattaient en Centrafrique. Vous avez les gens de Mbemba à Brazzaville, et un appel d'air avec la RDC qui risque de brûler. Donc on peut, comme ça, stigmatiser le fait que nous sommes dans un véritable volcan sécuritaire au Congo-Brazzaville. Voilà. Le risque de conflit avec le Tchad. Avec le Tchad, bien entendu. Tout à fait. Alors, un volcan sécuritaire, c'est plutôt aussi un volcan social. Alexandre Dibissa, aujourd'hui, on voit tous ces licenciements, on voit que le panier de la ménagère est devenu de plus en plus maigre ou pauvre. On voit aussi des hommes et des femmes qui sont en train de se chercher socialement. Quelle analyse faites-vous, puisqu'on est toujours à la veille de cette fête nationale, par rapport à cette situation sociale, Alexandre Dibissa? Écoutez, moi je voudrais d'abord dire que le Congo est un pays qui est bien fragile. Le président du CAP disait lors de son discours d'ouverture, il y a bientôt 2 ans, que le Congo est un pays qui vit de rente et qui normalement est fragile aux chocs extérieurs. Donc il fallait revoir la façon dont nous gérons notre économie. Et on n'a pas attendu 2 ans que voilà. Nous avons un choc extérieur, c'est la chute du prix du brut. Et le Congo aujourd'hui se trouve dans la situation dramatique que nous connaissons avec les institutions de notation qui l'ont ramené à C, ils l'ont ramené à C, ils l'ont remonté à B. Mais d'ici peu, comme on ne trouvera jamais l'argent pour payer le reste, on va se retrouver à la fin de l'année à D. Mais comment ça se fait sur le plan social? Quand on dit que la ville de Pointe-Noire est dans une situation dramatique parce que toute la sous-traitance qui était là, qui gravitait autour de Total, sous-traitance pétrolière, a quitté le pays. Les gros qui sont restés en compressé, ce qui fait que Pointe-Noire, c'est une capitale économique, donc qui vit effectivement des capitaux. Mais si ces capitaux sont partis, le chômage est massif, il n'y a plus de vie, c'est difficile. Le rythme, ce qui rythme la vie d'un citoyen congolais aujourd'hui, c'est à 17h la visite au malade à l'hôpital et le soir on est dans les veillées. Une famille peut se retrouver dans 3 ou 4 veillées dans la même période. Denis Sassou Nguesso l'année dernière, dans son discours, son adresse devant le Parlement réuni en congrès, se vantait en disant que
nous avons engrangé des bénéfices de 2003 à 2013. Donc beaucoup d'argent. 10 ans. Et parallèlement, au même moment, le PNUD publiait que plus de 50% de la population congolaise vivait avec moins de $2, c'est-à-dire était au-dessus du seuil de pauvreté, plus de 50%. Donc, alors, voilà, un pays qui fait de l'argent, qui engrange de l'argent, et qui a en face de lui une population... Tu as des excédents budgétaires. Vous comprenez? Alors, donc, du coup, il y a un problème. Alors, je ne sais pas la suite de ces situations. Alors, on va peut-être avoir la suite avec vous, Jean-Luc Maleka. J'ai bien voulu vous donner la parole en dernier parce que, avec vous, on va parler du nerf de la guerre, c'est-à-dire de l'argent, ce que disait le docteur Libissa. Vous avez occupé de hautes fonctionnalités, vous avez été ministre des Finances, donc les chiffres vous connaissez, l'état du pays, même si vous n'êtes pas responsable, vous voyez à peu près comment la situation se présente. On a été baissé, le docteur l'a évoqué tout à l'heure, la note du Congo a été baissée à D, on arrive peut-être à Z, hein, si les choses sont pires jusque-là. Je ne sais pas si la note Z existe, mais on sait déjà qu'à D, c'est déjà pire. Alors, Jean-Luc Maleka, aujourd'hui, on parle de cet argent que le pays a engrangé depuis les années 2000. On parle de cette réserve, en fait, pour les générations futures. On parle des chiffres faramineux. Mais en réalité, la situation vient d'être décrite. Le Congolais, en fait, ne voit pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez nous faire aussi, là, en fait, l'état aujourd'hui de la situation économique du pays? Merci beaucoup. Oui, je vais vous donner quelques idées. Vous avez parlé des chiffres, effectivement, qui étaient abondants, d'autant plus qu'à cette époque, ces 10 dernières années, il y avait une augmentation des ressources pétrolières qui était la résultante de volume de production, la bonne tenue du cours du dollar depuis donc plus de 15 ans, et cela avait engrangé des revenus importants. Par exemple, de 1997 à 2014, donc le Congo a obtenu des disponibilités de plus de 45 000 milliards. Donc c'était des sommes très importantes. Il ne faut pas oublier également qu'en 2010, le Congo a eu à bénéficier de la suppression de sa dette intérieure pour un montant de 2500 milliards. Un taux de croissance intéressant qui était autour de 5,8% par an. Malgré ces chiffres élogieux, hélas, mais qu'est-ce qu'on a constaté qu'on constitue encore au pire? D'abord, une absence de création d'emplois, comme on vient de le dire tout à l'heure, une croissance des inégalités, une corruption généralisée. Je reviendrai un peu là-dessus par rapport aux événements que nous connaissons actuellement. Une pénurie d'eau, d'électricité malgré les méga contrats facturés. Le naufrage de l'éducation, comme on a parlé tout à l'heure. La dernière fois, il n'y avait que 10% de réussite au bac. Donc maintenant, c'est 13%, ce qui est peu. Délabrement du système de santé, comme le médecin vient de le dire. Et puis le chômage chronique des jeunes, principalement, et une paupérisation généralisée. Donc, face à cela, on peut dire que c'est un échec total. Et quand on observe les crimes économiques, et c'est là il faudrait peut-être un peu parler parce que cela défait la chronique. Tout à fait. Il y a eu, par exemple, le Panama Papers, dont on a parlé. Il y a eu auparavant en Suisse, dans la déclaration de Berne, toutes les évaporations qui ont eu lieu vis-à-vis du pétrole raffiné, mais également du brut, mais on n'en a pas parlé. Il y a eu également au Portugal, avec l'affaire Asperbras, et tous les méga contrats qui étaient dus notamment dans le domaine de forage d'eau. Donc, il y a eu aussi une gestion chaotique du pouvoir. Tout à l'heure, vous avez entendu parler d'Equerre, la société Equerre, et de toutes les sociétés, même qui n'arrivent plus à rembourser leurs dettes, comme la SNPC et bien d'autres. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays. Donc, il y a eu des dépenses exagérées. Les dépenses exagérées, donc quand on voit ce qui se passe au niveau des grands travaux, quand on voit le surcoût lié aux Jeux africains et à bien d'autres méga contrats qui ont été effectués, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourrait-on gérer la pénurie maintenant? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une catastrophe totale. Donc nous savons très bien que, en ce qui concerne la dette intérieure, pour l'obtention du PPTE, l'éligibilité au PPTE, il a fallu qu'il y ait quelques
quelques magouilles, si je pourrais ainsi dire, pour ne pas aller beaucoup plus loin. Et il y avait des fonds qui avaient été bloqués à la Banque centrale, qui étaient destinés aux générations à venir. C'était des sommes très très importantes. La banque, à un moment donné, ça générait même dans les 3 000 milliards. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. On peut se poser ces questions, où sont parties ces sommes? Donc c'est quelque chose d'important. Donc quand on voit tous les opérateurs économiques locaux qui se plaignent, quand on voit maintenant la dette extérieure qui est passée à plus de 75% de la PIB, on se dit mais hélas, où va ce pays? Je crois que toutes les personnes qui sont là actuellement ont failli depuis très longtemps. Il faudrait dire que nous nous sommes beaucoup plus cantonnés dans une économie unijambiste où on a donné la priorité uniquement au pétrole et aux économies de rente. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est de créer la croissance, de diversifier l'économie. Et c'est beaucoup de remèdes qu'on pourrait en discuter, mais ce serait peut-être lors d'une prochaine émission pour dire qu'il y a des pistes sérieuses pour redresser notre pays. Alors, on a bien compris, Jean-Luc Maleka, très souvent dans ce type de situation, on se dit, à la fin, on fait quoi concrètement? Je vais poser la question à vous, messieurs. On a quand même entendu ce bilan peu élogieux par rapport au pays, une situation catastrophique, tout est quasiment va à volo. Jean-Noël Mabiala, on s'en sort comment politiquement? Quand on sait aussi que la situation que nous décrivons aujourd'hui, les leaders de l'opposition, notamment certains, ont été aussi en activité aux côtés de Sassou Nguesso pour qu'on arrive à ce bilan. Comment est-ce que l'opposition, elle, prend sa part de responsabilité sur le plan politique par rapport à ce tableau sombre que nous venons de décrire? Alors, Sir Makosso, il y a un terme que je souhaiterais peut-être aujourd'hui, peut-être pas exclure l'emploi, oui, mais qu'on restreigne l'emploi. C'est le terme opposition. Nous avons commencé cette intervention en disant que le mandat de M. Sassou Nguesso est terminé. Il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'opposition. Nous parlons aujourd'hui au nom des 92% du peuple congolais qui ne veulent pas du régime de M. Sassou Nguesso. Je parle d'un régime, pas simplement d'une personne. 92% et 92% ont fait allusion à la dernière élection, justement. La crise aujourd'hui trouve son apogée, sa crispation ou sa cristallisation autour de la dernière élection présidentielle. Vous savez comment les porte-parole du peuple congolais, à 92%, ont accepté d'aller dans ce processus électoral. Nous avons eu le conflit du référendum en octobre dernier. L'opposition avait dit, et pas seulement en 1995, souvenez-vous, en 2014, pas seulement en 2015, en 2014, la conférence épiscopale du Congo, je pense, était la première institution à avoir attiré l'attention de la communauté nationale et la communauté internationale sur le risque de conflagration, le risque d'explosion du Congo. À l'époque, on parlait du projet de nouvelles institutions et du référendum. Donc, on a eu le référendum constitutionnel, on a eu la dernière élection. Les représentants du peuple congolais sont allés à cette élection avec responsabilité. Et vous savez que depuis le 20 mars jusqu'à ce jour, nous avons fait preuve de responsabilité. Pour résumer, les 5 candidats de l'opposition, Parfait Kolela, Jean-Marie Michel Mokoko, Claudine Mounari, Pascal Satima-Biala, Okombi Salissa, ils ont été dans la responsabilité. Nous sommes allés à cette élection avec les difficultés qu'il y a eu. Ils ont eu des restrictions de mouvement, ils ont eu toutes les entraves nécessaires. Mais on a été responsables. Aujourd'hui, encore une chose, parce qu'il faut clarifier les choses. Tout le monde attendait, je vais dire, des deux côtés, et du côté de l'ancien pouvoir et du côté du peuple, attendait de Jean-Marie Michel Mokoko une force militaire pour contrer une force militaire. M. Mokoko nous l'a dit, il est hors de question d'enclencher une guerre au Congo qui ferait des victimes de plus. Et je pense que cette situation-là est une situation responsable. Aujourd'hui, comment s'en sortir? Je pense que personne n'a la solution miracle. Mais à mon avis, tout repose sur la réunion, la concertation des Congolais. Il faut que les Congolais se retrouvent et je pense que la communauté internationale nous incite. C'est pour ça que je vous disais dans mon propos préliminaire qu'il y avait 3 façons. Ou c'est la résignation, ou c'est le coup de force si quelqu'un en a les moyens,
Ou c'est la concertation. Concertation, pas avec Sassou. Le but, c'est pas se concerter avec Sassou. Le but, c'est que les Congolais se retrouvent pour chercher les voies et moyens de sortir le pays de la crise. Il ne suffit pas de dire le régime de M. Sassou est obsolète, son mandat est terminé, il doit partir. Il ne suffit pas de dire il doit partir. Il faut faire en sorte que ce régime change, qu'il y ait alternance démocratique, comme a dit mon ami Guy Mafimba tout à l'heure. Donc, mettre en place un processus de transition. L'histoire du Congo a déjà montré que nous avons eu une rupture, un sursaut national et une transition. Je pense que la réflexion que nous menons aujourd'hui, c'est dans la perspective de cette transition, et il faut voir déjà que le Congolais se retrouve. On reviendra sur cet aspect lié à la transition. Guy Mafimba, vous avez été à Brazzaville au cœur des moments très importants, notamment la réunion IDC Frocal. Vous êtes vous-même membre du collectif IDC. Aujourd'hui, quand on entend les voix, certaines voix de certaines personnalités, j'ai été reçu par Mathias Nzon il y a quelques jours, qui expliquait que finalement aujourd'hui l'opposition ne peut pas se dédouaner de sa part des responsabilités de la situation actuelle, d'autant plus que certains cadres du FROCAD ont été compromis avec M. Sassou, et aussi à l'IDC, finalement c'était pas l'alliance qui allait permettre à l'opposition congolaise de pouvoir avancer. Le chaos actuel, elle a aussi sa part de responsabilité. Vous en dites quoi, vous, Guy Mafimba? Je dirais d'emblée que c'est un faux procès. C'est un faux procès. Pourquoi? Lorsque M. Mathias Nzon s'exprime de cette manière, il me donne l'impression d'un joueur de football qui est dans une équipe de football. Il est au milieu du terrain et son équipe est menacée. Il dit attention, on ne fait pas assez le travail, l'équipe est menacée, mon coéquipier, tu ne fais pas assez le travail. Alors qu'il est dans l'équipe d'une équipe. Je veux dire par là ceci. M. Mathias Nzon a été dans l'élaboration, dans la conceptualisation de ce que nous avons appelé la stratégie globale. Il a dit tout à l'heure, nous savions pertinemment que M. Sassou Nguesso, après le forcing de la Constitution, voulait faire le forcing au niveau des élections. Qu'est-ce à dire? Qu'il tenait absolument à garder son fameux fichier électoral et sa fameuse commission. Mais, ce que je tiens à dire, et M. Mathias, je le prends au défi, nous avons eu une concertation avec l'Union européenne. Et à l'issue de cette concertation, lorsque nous sommes sortis, nous avons pris la décision que nous devons aller aux élections, quoi qu'il arrive, pour la simple raison que, pour la première fois, il fallait impliquer notre peuple dans la capacité de démontrer que M. Sassou est minoritaire dans le pays. Si aujourd'hui, nous sommes encore dans une crise au Congo, parce qu'il n'y a plus de crise au Tchad, pourtant il y a eu hold-up. Il n'y a plus de crise en Guinée équatoriale. Pourtant, il y a eu hold-up. Parce que ma mère, ou ta grand-mère, ou sa grand-mère, est partie mettre un bulletin dans l'urne. Donc, ce n'est plus une affaire des politiciens. Il a dit tout à l'heure, nous sommes les représentants des 92% du peuple qui a voté contre M. Sassou Nguesso. Ce qui revient à dire que ce faux procès qui consiste à dire on aurait dû, c'est un faux procès. C'est ce qu'on appelle une posture de compromission pour se repositionner. La vraie réalité, c'est celle-là. Nous savions que nous serions dans un bras de fer politique parce que M. Sassou n'allait jamais accepter les résultats des élections. Et nous le savions. Et il fallait, bien entendu, s'appuyer sur notre peuple pour inverser la tendance. En partant du principe que, comme il a dit, nous n'avons jamais privilégié la violence pour arriver à cette alternance démocratique. Donc sur ce sujet, nous sommes tranquilles et à l'aise pour démontrer que ceux qui aujourd'hui ont gardé cette position, c'est des gens qui ont des convictions. Les principes démocratiques, ça ne se négocie pas. C'est une alternance démocratique. M. Sassou Nguesso a été battu. Et il faut tenir quels que soient les obstacles. Mais il ne faut pas commencer à avoir des postures de compromission pour dire on aurait dû. Mais vous étiez là, monsieur. Vous étiez là. Et pour terminer, l'alternative c'est quoi? C'est le boycott. Le boycott c'est 2002. Le boycott c'est 2009. M. Sassou crée les chevaux de Troie. Ça on le savait. Ils vont créer Kinumbi, ils vont créer Angios pour dire demain vous avez 2%. Et c'est les mêmes qui vont se retrouver à l'investiture. Non, on connaissait ce jeu. Comme chez nous on dit, Amale Malay Debi. Chez nous on dit Youmana Planay, Yokina Planay. C'est aussi simple que cela. Donc pour nous, nous sommes à l'aise parce que nous sommes en adéquation avec le peuple. La preuve en est, depuis qu'on a arrêté, on a encerclé, on a intimidé M. Bouaou, il ne peut même plus faire une conférence de presse. Mais qui aujourd'hui est en train de faire boycotter Madingou?
Mais c'est le peuple, ils ont reçu des instructions. Non. Parce que tout simplement, ils ont dit, on ne t'a pas voté, monsieur. Vous n'êtes plus légitime. Vous n'êtes plus légal. Et monsieur est nu avec son pouvoir qui règne par la terreur. Démasqué. Voilà. Docteur Libissa, votre parti, le CAP, est membre du collectif des partis de l'opposition. Vous avez claqué la porte du FOCAD aujourd'hui. Est-ce que vous, personnellement, je pense que la position politique de votre parti, c'est que c'était normal que vous partiez. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que, comme dit Guy Mafimba, qu'il fallait peut-être rester, en fait, dans cette famille de l'opposition congolaise pour permettre à ce que votre voix continue à porter, ou bien faire cavalier seul, ou peut-être avec d'autres aujourd'hui? Bon, grande question, je pense que... Non, enfin, peut-être pas grande réponse, mais petite réponse, ça nous suffira. Non, mais c'est des questions stratégiques. Je pense que... Est-ce que pour vous, le FOCAD a échoué, puisque aujourd'hui... Il s'est passé quelque chose dans le pays le 20 mars. Et donc, la sagesse appelle d'abord à méditer. Et à se dire que, bon, nous avons peut-être échoué, la lutte doit continuer, mais il faut qu'on recompose l'affaire, qu'on redynamise l'affaire, mais c'est le rassemblement. Ça c'est mon avis. Il faut rassembler les forces, parce que, bon, je ne sais pas pourquoi ils ont claqué la porte. D'accord. Oui, bon, je sais pas la porte, mais avant, ils l'ont fait, peut-être qu'il y avait des raisons. Bon. Oui. Mais je pense que s'ils l'ont fait peut-être pour faire mieux demain, c'est autre chose, parce qu'on ne peut pas dans la situation telle faire cavalier seul. Ce n'est pas possible. Il faut que les forces se rassemblent. Et donc du coup, ça c'est pour la réponse. Je pense que si ça s'est fait, c'est qu'il y a des raisons. S'ils sont passés, qu'il y a des raisons. Je pense qu'aujourd'hui, en regardant que si l'image est simple, vous avez le FOCAD qui est dirigé par Nsati Mabila. Quand aujourd'hui, oui, d'accord. Okay. Pascal Tati, président du FOCAD, candidat à l'élection présidentielle. Et avec la sortie qu'il a faite, je pense que le FOCAD devait tenir d'abord une grande convention pour dire on fait quoi. Parce que c'est extrêmement grave. Faut-il continuer avec le FOCAD? Parce que c'est une forfaiture. Enfin, il n'y a pas eu de convention, mais au moins, il a été relevé de sa fonction. Il y a eu une réunion où ils se sont expliqués. Et il a été mis en minorité par rapport à ça. Et il est parti, donc, Mme Mounari, qui aujourd'hui préside le FOCAD. Donc, ils ont mis Mme Mounari. Le collectif des partis d'opposition pensait qu'il n'y avait plus sa place là-dedans. Bon, ça se passe à Brazzaville, hein. Est-ce que c'est des problèmes de personnes? Est-ce que c'est vraiment une stratégie politique? Je pense que le but serait peut-être, pour le collectif, c'est faire son autocritique et voir avec qui on veut les alliances. Parce qu'il y a eu il y a eu des trahisons. Hein. Bon, vous voyez, là, on ne peut pas appeler ça autre chose qu'une trahison. Hein. Bon, et puis l'UPADES, c'est quand même le premier parti d'opposition, et c'est suffisamment grave ce qui s'est passé. Et vous voyez bien que dans le CAP, c'est quand même des anciens dissubistes qui continuent à être dissubistes. Et donc du coup, il y a des problèmes qui sont passés à l'intérieur que vous ignorez, voilà, on ne se prononcera pas directement, mais toujours est-il que le CAP, par le biais du collectif, n'est plus dans le FOCAD aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Malécan, on a entendu des voix ici aujourd'hui. Jean-Noël Mabila évoquait cette sortie de crise, comment on sort de crise. Aujourd'hui, vous êtes dans une optique, en fait, dans un groupe de contact pour une conférence internationale pour la résolution de la crise politique au Congo-Brazzaville. C'est très ambitieux. Or, quand on entend les uns les autres, on parle de dialogue, d'autres parlent créer une conférence nationale bis. Qu'est-ce que vous mettez dans cette conférence internationale? Et pourquoi d'abord internationale? Excusez-moi. D'abord, comme vous le savez, la crise au Congo est multidimensionnelle. Elle n'est pas, comme on l'a dit, uniquement politique, économique, sociale, sécuritaire, morale, que sais-je. Et tout à l'heure, j'aurais pu vous dire aussi que pour la reprise même par rapport à la dimension financière, les bailleurs de fonds exigent que le Congo se retrouve avec tous les Congolais.
s'ils veulent obtenir des concours. Vous savez que beaucoup de pays au niveau diplomatique n'ont pas accepté les élections qui se sont déroulées au Congo, que ce soit les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis et bien d'autres, et qu'ils exigent également que les Congolais se retrouvent. Il y a également un impact de ce qui se passe au Congo dans tous les États de la sous-région. Les prédécesseurs en ont parlé, le risque qui est grand pour qu'il y ait une conflagration éventuelle, même dans la sous-région. Et je dois également vous dire qu'au niveau local, la majorité des partis politiques souhaitent cela. On l'a vu récemment avec la déclaration du ministre Mirassa, et ce qui fait que ici, parmi nous, il y a un panel de ces représentants qui fait que c'est l'une des solutions qui pourrait trouver une solution en ce qui concerne cette conférence internationale sur la crise au Congo. Mais ceci dit, je dois vous dire qu'il y a également des forces morales. Les églises, récemment, il y a eu le symposium des évêques d'Afrique et de Madagascar qui s'est déroulé à Luanda, et le problème du Congo, comme celui du Burundi, a été évoqué. Donc cela dépasse de loin l'aspect du Congo. Et je crois que par rapport à ce qui s'est passé auparavant, il serait bon qu'il y ait de nouveaux termes de référence pour éventuellement préparer le travail pour demain. Et c'est pour ça qu'avec tous les collègues qui sont ici avec moi, nous sommes en train de travailler dans ce sens afin de préparer les outils pour cette conférence internationale qui, espérons-le, apportera une solution de sortie de crise pour le Congo en nous conduisant, comme l'a dit M. Mabiala tout à l'heure, Jean-Noël, à une transition qui ferait que nous puissions remettre dans notre pays l'état de droit et la bonne gouvernance. Alors, Jean-Noël Mabiala, on parle des termes de référence. C'est quoi concrètement? Parce qu'aujourd'hui, si une bonne partie de la classe politique congolaise, notamment celle liée à la majorité présidentielle, est plus ou moins réticente en fait à une sorte de retrouvaille un peu à la congolaise, c'est pour craindre tout ce qui s'est passé dans les années 90, 92, 91, 92 par rapport à la conférence nationale. Quels sont les termes de référence de cette conférence, Jean-Noël Mabiala? Alors, ce projet de conférence, nous avons travaillé avec Jean-Luc Madeka à ce que ça ne ressemble pas aux différents dialogues qu'il y a eu. Ça ne sera pas Evo, ça ne sera pas Brazzaville, ça ne sera pas Sibiti, pas du tout. Ça ne sera pas, un monologue du pouvoir avec ses affidés réunis. Nous voulons faire en sorte, comme l'a dit le ministre Madeka, ce n'est pas nous qui initions cette conférence ou ce dialogue. C'est la communauté internationale qui ne veut pas être indifférente au sort du Congo. C'est ce qu'on a reproché à la France, à tout le monde. On disait, voilà, vous nous laissez dans notre crise. Donc, pour que cette rencontre, cette concertation soit efficace, nous avons posé d'abord des conditions. Bon, ça peut paraître bizarre de dire « Ah, mais vous voulez la conférence, vous posez des conditions ». Oui, parce que nous ne voulons pas aller à n'importe quelle conférence. Nous posons des conditions. La première, qui est essentielle, c'est qu'elle soit précédée par la libération des détenus politiques. Comme disait Mandela, on ne peut pas négocier avec des prisonniers. Première condition. La deuxième condition, c'est simplement une question de sécurité et de confiance. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on va faire confiance au régime d'aujourd'hui pour assurer la sécurité à tous les participants à cette rencontre. Donc, nous souhaitons qu'elle se passe à l'extérieur du Congo, à l'étranger. Et pas ricochet, qu'elle soit sous la protection, sous la houlette, sous les auspices de la communauté internationale. Ça, c'est ce qui est des premières conditions minimales. On a les enjeux. Les enjeux, nous les connaissons. Si nous ne nous réunissons pas, si les Congolais ne se mettent pas autour d'une table, il y a des flagrations. Il y aura des flagrations. Il y aura des conséquences dans la sous-région. C'est déjà le délitement du tissu social, il est déjà là. Le Congo est en train de se détruire. Donc, il nous faut nous ressaisir. Ça, c'est du point de vue des enjeux. Alors, troisième point par rapport au terme de référence, c'est l'objectif. L'objectif global, il est simple. Ramener le Congo dans le concert des nations régies par l'état de droit. C'est aussi simple que ça. Les Congolais doivent ramener ce pays dans le concert respectable des États régis par l'état de droit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'état de droit au Congo.
Il y a un état d'exception peut-être, il y a un état d'urgence peut-être qui ne dit pas son nom, mais plus d'état de droit. Voilà du point de vue des objectifs. Il reste la finalité. Qu'est-ce que nous attendons de cette conférence? Nous attendons qu'il y ait déjà des discussions sur des problématiques concrètes qui minent la société aujourd'hui. Évidemment, ça ne sera pas comme la conférence nationale, parce que la conférence nationale a duré plus longtemps et a englobé tous les problèmes du pays. Nous aimerions la concentrer, si cette conférence a lieu, sur les crises immédiates. Il faut sortir de la crise d'aujourd'hui. Il y a eu hold-up électoral, il faut qu'on en sorte. Il faut que les Congolais retrouvent l'alternance démocratique dans la paix et dans la sécurité. Voilà les attentes principales que nous avons autour de cette conférence. Alors, on a bien compris, Guy Mafimba, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de hold-up électoral, quand on parle du non-alternance, il y a un nom qui est évoqué, et un nom, c'est Denis Sassou Nguesso. Guy Mafimba, est-ce que vous pensez que cette transition qui est envisagée dans le cadre de cette conférence nationale devrait intégrer le sort personnel de Denis Sassou Nguesso, ou bien ça doit se faire sans lui? Mais il fait partie des protagonistes de la crise. M. Sassou Nguesso fait partie des protagonistes de la crise. Il a créé la crise. L'instigateur. L'instigateur de la crise. Souvenez-vous, j'aime bien cette phrase de M. Charles Boao, qui est le coordonnateur de l'IDC Fortal, qui disait, lorsque nous sommes en plein débat sur le changement ou pas de la Constitution, il dit, changement de la Constitution, c'est juridiquement infondé, c'est politiquement désastreux et c'est socialement explosif. Mais nous y sommes. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quelle constitution M. Sassou Nguesso travaille. Aujourd'hui, là, il devrait faire un discours sur l'état de la nation. Oui. Mais est-ce que vous entendez parler de cela? Il ne sait plus sur quelle constitution il travaille. Aujourd'hui, son parlement est illégal. Lorsque nous parlons du fait de mandat, son parlement est illégal. Les institutions sont illégales. Parce que lorsque vous changez une partie d'une constitution à une autre, toutes les institutions devraient tomber. Donc, nous sommes dans ce débat-là. Et ce qui revient à dire que lui qui est le protagoniste, lui qui est l'instigateur, il devra avoir la sagesse, pour une fois dans sa vie, je pense, pour une fois dans sa vie, de ne pas replonger, de ne pas pousser le pays dans le précipice. Donc, il doit se retirer alors. Le problème n'est pas de... Nous partons pas sur des postulats. Parce que nous sommes des gens, je pense, civilisés et responsables. Il fait partie de la crise, il est l'instigateur de la crise. Nous sommes des gens responsables, nous devions nous asseoir. Une fois qu'on est assis, en homme responsable, on peut trouver des solutions responsables. Donc, pour l'intérêt de notre peuple. Donc parce lui que, aussi, il devrait être autour de la table. Mais bien entendu, il est le protagoniste. Il a dit tout à l'heure, ça ne sera pas un fourre-tout, on ne viendra pas là pour pas... Non, parce que la crise socio-économique n'est que la conséquence de la crise politique. La crise sécuritaire n'est que la conséquence de la crise politique, c'est-à-dire le fameux les élections. Donc, ce monsieur doit être en face des protagonistes aussi. Et bien entendu, nous allons faire en sorte que d'autres composants viennent avec ce que disait tout à l'heure mon frère Jean-Noël sur la délocalisation de cette crise, parce que, voyez-vous, M. Mafimba ne peut pas aller à Brazzaville, parce qu'il y a Miskin qui est là, il va lui mettre une balle dans la tête. Donc, ce n'est que normal qu'on demande que ça soit délocalisé. Oui. Et sous l'égide de la communauté internationale, parce qu'il faut le dire, au sortir des élections, les premières réactions des pays qui n'ont pas donné un crédit à ces élections, c'était de dire, retrouvez-vous sur une table de négociation. Retrouvez-vous sur une table de négociation. C'est une demande de la communauté internationale. Monsieur Ibissa et le ministre viennent de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, tout est conditionné. Si vous voulez trouver des solutions à la crise socio-économique, tout est conditionné au dialogue. Tout est conditionné à une conférence internationale. Donc tout ce que nous demandons à M. Sassou Nguesso, c'est d'être responsable. L'irresponsabilité va nous conduire, malheureusement, si M. s'entête, va nous conduire à la déflagration. Parce qu'il n'est pas question que 92% des Congolais qui se sont prononcés contre ce monsieur acceptent qu'il soit là, même dans la terreur. C'est pas possible.
Parce que la terre a une limite. Comme quelque chose. Oui, juste un complément, justement par rapport à la communauté internationale. Il faut dire que le Congo est un pays riche, un pays convoité par des puissances économiques, par des investisseurs. Nous nous adressons à ces investisseurs en leur disant que le sort du Congo les concerne. Ils ont intérêt à ce que le Congo retrouve la paix pour qu'ils puissent opérer et gagner de l'argent au pays, dans leur intérêt et dans l'intérêt du Congo. Donc nous interpellons pas seulement les partenaires, les États, les nations, mais aussi les opérateurs économiques qui ont investi au Congo. Oui. C'est dans l'intérêt de tous que nous devons aller à cette discussion et à cette recherche de solutions au Congo. Alors, Alexandre Dibissa, nous avons vu à Brazzaville il y a quelques jours, le Premier ministre Clément Mwamba a organisé une sorte de conférence ou de forum de vivre ensemble avec différents acteurs pour essayer de revenir dans un esprit un peu plus républicain. On a vu participer à cette rencontre les patrons du CAP, notamment M. Itadi, M. Mukwege et même M. Nimi Madingou. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le chemin pour qu'on sorte de cette crise qu'on a évoquée tout à l'heure? L'image est belle. Donc ça reste qu'une image. Vous avez le CAP à côté du gouvernement pour le vivre ensemble. Les Congolais doivent vivre ensemble dans la paix. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas dans la paix. Et donc, il y a une crise qui fait qu'aujourd'hui, elle préoccupe le Premier ministre, qui est responsable du gouvernement de M. Sassou Nguesso, qui s'accroche au pouvoir. C'est pour dire que voilà, nous le pouvoir, nous sommes d'accord pour discuter avec l'opposition. Si c'est ça l'image, on va y aller. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens ont peur de dire conférence nationale. Moi, je dis il faut cette conférence nationale. Parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas craindre les problèmes. La politique d'autruche, ça ne mène nulle part. Les problèmes sont là. Ils sont têtus, ils sont là. Les gens ne mangent pas leur faim, les gens ne travaillent pas, les gens ne se soignent pas. Les gens, aujourd'hui, perdent leur emploi. C'est des problèmes qui doivent être à l'ordre du jour de ce débat. Ce qu'on m'a dit, c'est la crise politique qui a engendré tout ça. Et donc, du coup, quand on traite la crise politique, il n'est pas possible. C'est pas la crise politique qui a engendré la chute du prix de baril du pétrole. Hein. Enfin, si vous me permettez. Non, mais je dis bien que le pays était bien en crise avant que le pauvre baril du pétrole ne chute. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Les bénéfices engendrés quand le baril. C'est la gouvernance politique, en fait. Quand le baril était haut. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça n'a rien changé. C'est vrai. Donc, le problème aujourd'hui, il faut que les Congolais s'asseyent, qu'ils parlent entre eux pour régler cette situation. Le pouvoir, j'entends dire, et c'est grave, il y a des gens qui se disent, qui passent à la télévision pour dire que nous n'irons pas au dialogue. Ah bon, mais on fait quoi? Il y a même des gens qui sont avec nous qui disent, ah oui, dialoguer avec Sassou, c'est pas de question. Et moi je dis, mais si vous ne voulez pas dialoguer, alors proposez quoi? Faites la guerre. Vous voulez encore faire la guerre? Alors, si vous ne pouvez pas faire la guerre, alors, il faut proposer autre chose. Mais nous, l'essence du CAP, le centre du CAP, la philosophie du CAP, au centre, c'est le dialogue. Bon. Alors, faut-il dialoguer avec le diable? Oui, mais je vois, il y a un éminent cardinal qui, sous l'anonymat, avait écrit dans les confidences d'un cardinal que pour régler les problèmes de cette terre, sur cette terre, il faut savoir dialoguer avec le diable. Et donc, du coup, si le diable c'est Sassou, nous sommes obligés de se taire du diable pour sortir ce pays. Oui. Alors, si nous ne le faisons pas, et le diable va continuer à rester là, et effectivement, le pays va se désintégrer. Je dis bien, se désintégrer, parce que sans notre intervention, en tant que Congolais, en tant que citoyens, et je dis même, si nous représentons les 92% qui ont voté contre Sassou, nous tendons la main à ces 8% qui, dans l'aveuglement, ont voté ce monsieur parce qu'il ne mérite pas la confiance d'un Congolais aujourd'hui. Il n'aime pas les gens. C'est ça le problème. Et donc, du coup, moi je voulais terminer par ces mots d'un sage qui avait dit que si les hommes avaient pris le temps de parler, de se parler, la plupart des guerres que l'humanité a connues n'auraient pas eu lieu.
Voilà, des guerres qui n'auraient pas eu lieu. Nous espérons au Congo qu'elle n'aura pas lieu. Jean-Luc Maleka, alors quand on voit très bien cette conférence internationale, on a bien compris l'esprit. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez comme garantie que Brazzaville marcherait en fait dans ce type de démarche, puisque au niveau international, ce qui signifie que le pays devrait libérer un peu de sa souveraineté pour que les choses soient décidées ailleurs et ramenées au Congo-Brazzaville. Qui soutient cette démarche au niveau international aujourd'hui? D'abord, le pouvoir n'a jamais voulu de ça. N'a jamais voulu discuter avec quelques protagonistes que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est lui aussi qui est demandeur. D'accord. Mais il est demandeur en essayant de voir où il pourrait gagner. Mais il y a des avancées déjà. Donc je crois qu'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui sont demandeurs? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est la quasi-totalité de la classe politique congolaise. De la classe politique congolaise, d'une part. Et d'autre part, au niveau extérieur, beaucoup également sont demandeurs, y compris même la France. Donc je crois que nous sommes sur une bonne orientation, d'après moi, et je pense également que ce serait la seule chance de salut. Sinon, ça risque de nous amener à des crises que nous avons connues, mais en pire. Et je voudrais donc interpeller tout le monde pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de cette conférence internationale sur le Congo. Nous allons aborder des sujets importants, des sujets politiques, comme on a dit, des sujets économiques aussi, parce que nous sommes en véritable crise. Et je suis persuadé que de là sortira, je l'espère, un Congo nouveau, libéré de toutes les entraves que nous connaissons. Est-ce qu'il y a un calendrier, parce que avant de vous donner la parole, Guy Mafimba, est-ce qu'il y a un calendrier, parce qu'on se dit, on parle de conférence, les choses avancent, Assou a un mandat pour 5 ans, il est toujours là, il organise tout ce qu'il peut organiser au niveau du pays. Est-ce qu'il y a un calendrier qui pourrait faire en sorte que les gens se disent, mais voilà, nous sommes dans telle échéance, même si ce calendrier n'est pas encore officiellement annoncé, mais se dire que d'ici là, les Congolais leur donner une perspective, en disant, voilà, d'ici là, d'ici une année, peut-être d'ici 6 mois, d'ici 3 mois, ben, on verra peut-être la porte de sortie. Nous travaillons en ce moment avec les différents protagonistes et le moment venu, nous vous donnerons la date éventuelle de... Et le lieu peut-être aussi, parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs... Parce qu'il faut qu'il y ait un consensus pour tout cela. D'accord. Donc aujourd'hui vous nous dites, Jean-Luc Maleka, que dans le cadre de cette démarche vers une conférence internationale sur le Congo, les choses vont bon train. Oui, les choses vont bon train, effectivement. Guy Mafima, vous voulez compléter quelque chose par rapport à ça? Juste apporter un élément sur le fameux vivre ensemble. Oui. Et l'occasion pour moi d'attirer l'attention de ce qu'on j'appelle moi des pyromanes. Et pendant au moins 50 ans dans ce pays, on a vu ces genres de personnages qui viennent et qui créent les conditions des troubles dans le pays. Parce que, voyez-vous, c'est une ruse, tout le monde sait que c'est une ruse. C'est une ruse pour retarder une solution, on va dire, civilisée pour que notre pays sorte de cette crise multidimensionnelle. Mais il y a des gens comme ça qui créent, pour moyennant de l'argent et autres. Et je le dis de manière comme une mise en garde. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Comment on peut parler de vivre ensemble alors que vous avez des compatriotes qui sont torturés dans les prisons, qui se retrouvent embasillés, qui sont traqués, toute une région bombardée? Attends. Et ces personnages ont des noms, on les connaît. Moi, je vais dire, moi, ma génération, sincèrement, je sors un peu de ma réserve de responsabilité pour attirer l'attention de ces gens. On les connaît. Il ne faudrait pas qu'ils continuent à blaguer avec la vie des autres comme ça. On ne peut pas être sérieux comme ça. Et je tiens même à informer. Pendant ce fameux vivre ensemble, cette cérémonie bidonnée ou autre, l'ambassadeur de France, le nouveau, a tenu des propos responsables pour dire oui, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, mais je tiens absolument que les Congolais discutent autour d'un dialogue. Ça a été bipé par la télé Congo. Jamais on a fait passer ce passage-là. J'ai vérifié. Vous voyez bien la ruse, vous voyez bien le scénario. Mais c'est des gens qui sont derrière en train de faire des choses comme ça. Mais ils seront tenus responsables demain de ce qui arrivera dans ce pays s'ils continuent à jouer à ce petit jeu-là pour en fait sauvegarder des privilèges. Et ça, c'est pas sérieux. Vous voulez compter quelque chose par rapport à ça? Oui, c'est pour dire justement que la concertation que nous espérons, celle à laquelle nous travaillons aujourd'hui, ne sera pas le prétexte pour régulariser le hold-up électoral.
C'est comme ça peut-être que le pouvoir, en tout cas le régime de M. Sassou peut l'entendre, mais pour nous, ce n'est pas comme ça qu'on l'entend. Ce ne sera pas un prétexte, ce ne sera pas pour, vis-à-vis de la communauté internationale, donner un semblant de notabilité à cette forfaiture. Les choses sont claires dans notre esprit. Nous invitons, nous voulons réunir les Congolais pour trouver une solution à la crise. C'est ça qui nous préoccupe. Oui. Alors, la fameuse transition, aujourd'hui, on connaît toujours des concessions à faire dans tous les camps. Quelle est la place que l'opposition voudrait jouer? Parce qu'on sent aussi, je pense que vous ne voulez pas qu'on utilise le terme opposition, mais permettez que je puisse l'utiliser, on sent quand même des voix discordantes. Le docteur disait tout à l'heure, le docteur Nibissa disait tout à l'heure que tout le monde n'est pas aussi favorable à ce dialogue. On voit quand même que même au sein de l'opposition, on traîne aussi les pas. Comment est-ce que vous arriverez à convaincre tout le monde et à participer pour ne pas que ceux qui participeront à ce dialogue soient considérés comme des traîtres? Monsieur, tu veux prendre la parole? Nous avons tout à l'heure dit que nous sommes la voix des 92% des Congolais. Nous voulons aller à ce dialogue pour défendre les intérêts des 92% des Congolais. Point à la ligne. Maintenant, ceux qui veulent se servir de ce dialogue, ou de cette conférence nationale comme des chevaux de Troie de M. Sassou Nguesso, je tiens à vous dire tout à l'heure, je dis, nous sommes vigilants et nous sommes plus de cette génération qui, pour des petites courbettes, peuvent se retrouver pour des repositionnements. Raison pour laquelle, quand Joël Noël dit, ça ne sera pas pour donner un blanc-seing à Sassou ou de la notabilité à ce régime. Pas du tout. Les conditions sont posées maintenant. Si monsieur ne veut pas, comme ça, prendre cette espèce de tic de responsabilité, c'est-à-dire le camp en face, mais chacun prendra ses responsabilités. Mais au moins, nous avons utilisé tous les moyens en notre possession pour civiliser la sortie de cette crise. Pour civiliser la sortie de cette crise. Ça, c'est clair et net pour nous. Oui, nous savons que nous sommes face à un régime cruel, adepte de la violence et de la terreur politique. Nous savons également qu'aujourd'hui, nous avons un homme surarmé, des populations abandonnées et traumatisées, des opposants emprisonnés, en résidence surveillée, interdits de circuler tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous comprenons qu'il y a des personnes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur qui pensent que pour découdre avec ce régime, il faudrait utiliser les mêmes méthodes, puisque d'après eux, ce régime ne comprend que le langage de la force et de la violence. Mais nous savons bien également que quand un cycle de violence commence, on ignore toujours quand il finit. Et les grands perdants sont toujours les mêmes, notamment les populations. Alors, face à tout ce qui a été essayé dans notre pays, on voit qu'il y a des blocages. Et pour débloquer cela, nous pensons que la meilleure solution, c'est donc de passer d'abord par cette conférence internationale sur le Congo, qui fera en sorte que nous tous, nous pourrons nous concerter entre nous tous à travers cette concertation de façon inclusive et trouver les solutions que nous préconisons. Mais je crois que ça, c'est une voie beaucoup plus réaliste. Mais on comprend certaines personnes, mais nous avons un passé, nous avons notre histoire. Moi, j'ai eu cette chance, je ne cache pas, de participer à cette conférence nationale de 91. Et nous avons vu comment nous avons évolué. Et nous avons vu que nous avons échoué après. Et je dis toujours, l'adage qui dit ceci, quand on a pris un mauvais chemin, il n'y a rien de plus hasardeux que d'en prendre d'autres, d'aller n'importe où. La sagesse recommanderait que l'on fasse demi-tour, que l'on revienne au point d'intersection. Et ce point d'intersection, c'est les retrouvailles qu'on a eues. Et je crois que nous sommes dans cette configuration. Et je crois que c'est à partir de cela que nous pourrons voir le lendemain meilleur. Docteur Nibissa, un dernier mot, on arrive à la fin de cet entretien. Oui, mais je voudrais que, par des formations professionnelles, vous savez que moi, je suis médecin. Donc, mon métier, c'est sauver les vies humaines. Donc, j'ai horreur du militaire, j'ai horreur de la guerre. Vous voyez, j'ai vécu ça. J'ai quitté le pays parce que je ne supportais plus ma vie entre l'hôpital où je soignais, la visite aux malades, et puis les veillées et les enterrements.
Au bout de 6 mois, j'ai craqué. J'ai quitté le pays. Je pense que beaucoup aussi ont quitté le pays parce que c'était une vie insupportable. Les Congolais, ce sont des gens bien. Je travaille sur un thème pour dire que ce qu'on nous livre là, les Congolais qui sont du nord, du sud, c'est de l'escroquerie politique. Après la guerre, moi j'ai quitté Pointe-Noire où j'étais refugié chez mes parents. Je suis arrivé à Talanga et qui m'a reçu? Ce sont mes amis du Nord. Mais j'ai circulé dans Talanga, il m'a jamais demandé si j'étais Bakongo ou pas, etc. Ça, c'est des histoires. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont conscients que quelque chose ne va pas au pays. Tous les Congolais sont conscients qu'il faut parler. C'est l'unique solution. M. Sassou Nguesso est un individu, il est seul. Le Congo, c'est des milliers et des milliers de gens. Et ces gens veulent se parler, veulent régler leurs problèmes. Je pense que Sassou Nguesso ne résultera pas. Le ministre Malika a parlé de la conférence nationale. Vous savez comment elle a commencé? Moi, je n'étais pas au pays. Sassou n'en voulait pas. Elle a eu lieu. Elle est devenue souveraine. Je pense que c'est en ce temps. Et puis, bon, nous sommes arrivés à quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut que les gens se parlent. Et Sassou, je pense que, bon, je l'ai dit, bon, je ne peux pas être méchant, mais la communauté internationale fait pression sur Sassou. Mais cette conférence, et qu'elle doit continuer à faire pression sur Sassou. Même autour de lui, son époux, ses enfants et tout, ils savent que la seule sortie de crise, ce n'est pas la guerre, c'est cette concertation nationale. Je pense qu'eux qui font les 8% de Sassou, ils ont des enfants, ils ont des biens, ils ont ceci, ils ne veulent pas de la guerre. S'il y a une guerre dans le pays, quels sont ceux qui auront le plus à perdre? C'est ceux qui ont accumulé des richesses. C'est eux qui ont accumulé des richesses. Et s'ils veulent les préserver aujourd'hui, parce que les 92% ne sont pas des revanchards, c'est quand ça s'est autour d'une table, il y a eu des fautes. Et quand on dit que si nous sommes une famille, chez nous, ça se dit, le linge sale se lave en famille. J'ai dit, messieurs. Voilà, Guy Mafimba, on arrive à la fin, on a entendu l'écho de votre voix, on a entendu aussi aujourd'hui les préoccupations des uns des autres. Que voudriez-vous dire à la veille de cette fête de l'indépendance, Guy Mafimba, aux Congolais qui vous regardent? 56 ans d'indépendance, nous avons accusé un retard considérable par rapport à d'autres pays qui avancent de mieux en mieux, et nous on s'enterre. Mais le Congo dernier, je ne pouvais pas l'imaginer. C'est un pays qui a formé autant de cadres. C'est un peu malheureux. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il est temps que nous sommes à l'intersection, comme disait le ministre Malika tout à l'heure. Mais la personne, le monsieur, le personnage central dans cette affaire, c'est M. Sassou Nguesso, qui devrait, pour une fois, je pense, comprendre que dans la vie, il y a un temps pour s'arrêter. Lorsque la majorité pense que tu dois t'arrêter. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous demandons tout simplement une sortie de crise à travers une conférence internationale et que nous ne pourrons jamais négocier le fait que 92% des Congolais ont décidé qu'il y ait alternance démocratique dans ce pays. Et ça, c'est mon dernier mot. Merci. Jean-Benoît Biala, vous avez eu l'honneur d'ouvrir et vous aurez aussi la responsabilité de conclure cet entretien. Alors, je vais conclure justement pour à tout seigneur, tout honneur, en revenant sur la situation du ministre Malika. Et je m'adresse aux Congolais qui pourraient nous faire aujourd'hui le reproche de penser que cet effort que nous faisons aujourd'hui, ce combat, c'est un combat de posture pour être nommé demain dans le régime de M. Sassou. L'intégrité, l'honnêteté du ministre Malika est légendaire. Il n'est pas le seul. Il y a encore des Congolais dignes de cette notoriété. Première chose. Deuxième chose, nous savons aujourd'hui, et cette émission tombe bien parce qu'elle se déroule le lendemain de la conférence de presse du ministre Mirassa. Le ministre Mirassa a fait une conférence de presse hier à Brazzaville au nom du général Mokoko. Le général Mokoko, du fond de sa cellule, a exprimé le souhait que les Congolais travaillent à la recherche d'une solution pacifique et il soutient cette initiative de conférence nationale. Et je terminerai par quelque chose, d'abord un propos et quelque chose d'un peu plus romantique, vous allez voir. D'abord, plus grave, c'est que dans le projet, dans les préoccupations du général Mokoko, il y a, vous l'avez vu, Sir Makosso, et moi j'en ai parlé à ce plateau, les contentieux politiques. Il y a l'histoire du Congo est lourde de contentieux politiques. Et je vais terminer par
quelque chose qui ressemblerait à un synopsis de roman que j'enverrai peut-être à mon ami Alem Abankou. L'histoire du Congo aujourd'hui, c'est comme c'est un cambriolage dans un orphelinat. Le violeur vient une première fois, il est surpris par le père de la famille, il le tue. Je ne fais pas allusion à notre histoire, notamment en 1977, mais je vous laisse faire le lien. Deuxième élément, le même violeur, grisé par son succès, son invulnérabilité, revient dans le même foyer. La mère de famille a continué à entretenir l'épicerie de famille. Il viole et tue la mère de famille. Il s'en va, les gamins tout jeunes ne savent pas que faire. Quelque temps plus tard, et là je pense que c'est juste quelque chose, quand je parle de la mère de famille, je parle de la Constitution, ce qui fait le socle du vivre ensemble. Quelque temps plus tard, toujours grisé par son impunité, le même voleur revient. Cette fois-ci, il arrive dans l'épicerie, il n'y a plus d'argent, il n'y a rien, il y a une urne en or. Il s'empare de l'urne, il part avec. Cette fois-ci, les enfants qui ont grandi disent « ça suffit ». Et je reprends justement ce slogan de « ça suffit ». Trop, c'est trop, on ne le laissera pas faire. Aujourd'hui, c'est la situation de M. Sassou. Il court partout avec notre urne. Le peuple congolais ne le laissera pas faire. Tel est mon dernier mot. Merci Alexandre Libissa, merci Jean-Luc Maleka, merci Guy Mafimba, merci beaucoup. À vous aussi Jean-Noël Mabiala, merci à vous de plus en plus nombreux à nous suivre, merci à Noko Kumunga Koso pour les images, merci aux Congolais qui ont pris le temps et la peine de suivre cette émission parce qu'elle arrive à un moment important, un moment charnière dans notre vie politique et sociale et dans la vie de notre pays tout court. Merci à vous aussi, ceux qui nous soutiennent du côté d'Aulnay-sous-Bois. Portez-vous bien et à la prochaine fois. Au revoir.